Certains crient à une bulle de l'intelligence artificielle, alors que 90% des projets IA en entreprise échouent. Alors, comment passer de la hype à la réalité, à un impact tangible? Quelles sont les clés d'une bonne stratégie IA et comment l'implémenter pour passer de l'innovation à de l'impact business? Et pour parler de cela, nous sommes avec un invité exceptionnel. Ancien de Télécom Paris, avec un MBA de Polytechnique, il est vice-président chez Kyndryl, qui est une ancienne filiale d'IBM. Nous sommes avec Habib Messaoudi, qui dirige les practices data et IA à l'international chez Kyndryl. Nous allons d'abord évoquer son parcours, puis s'intéresser au concret. Quels sont les 4 piliers pour bien réussir un projet IA? Quelle est la réalité matérielle des agents IA, des process agentiques? Peut-on les implémenter en entreprise? Puis nous verrons une multitude de cas concrets. Habib a travaillé avec des dizaines d'entreprises, il est extrêmement connaisseur du sujet. Bref, c'est l'un des meilleurs épisodes de cette saison 4 du podcast Discussion d'ingénieurs, et que tu t'intéresses à la tech ou même que ton entreprise soit en train de déployer des projets IA, cet épisode peut t'intéresser. Un grand merci à Kyndryl et à Habib pour cette discussion. Pour comprendre, il faut juste qu'on plante un peu le décor, et ensuite je te répondrai très directement sur ma conviction, est-ce que c'est une bulle ou est-ce que c'est pas une bulle? Euh, Aux États-Unis, il y a les entreprises technologiques qu'on connaît, qui sont plus connues sous le nom des Magnificent Seven. Donc tu as les GAFAM dont on entend parler avant, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et ça rajoute à ces entreprises-là Tesla d'une part et Nvidia d'autre part. Donc ensemble, ils forment les Magnificent Seven. Alors pourquoi on parle de Magnificent Seven? Parce que leur poids sur l'économie américaine et sur l'économie mondiale, il est colossal. Ces 7 entreprises représentent à peu près 35 ou 36% du S&P 500, qui est l'équivalent de ce qu'on a en France en CAC 40. Donc c'est très concentré et le poids, il est vraiment colossal. Et puis par ailleurs, si on regarde ce que dit Morgan Stanley, par exemple, il y a 36 entreprises dans le monde qui sont responsables de 90% des dépenses en IA. Donc quand on voit un poids aussi important concentré sur un petit nombre d'acteurs, la question en fait de la bulle, elle est vraiment légitime parce qu'on se dit, si cet écosystème-là s'effondre, quel est l'impact en fait? Et justement pour pouvoir répondre, il faut bien comprendre l'écosystème. Et si on le simplifie à outrance, tu as 3 étages dans cet écosystème. D'abord, tu as les acteurs qui interviennent de près ou de loin sur les puces. Nvidia, on en parle souvent, et d'ailleurs à juste titre. Nvidia, leur valorisation en ce moment, c'est le PIB de l'Allemagne. Donc c'est vraiment important. Euh, Eux, ils produisent, on va dire, avec certains acteurs, notamment à Taïwan, etc., les puces électroniques qu'on va utiliser dans les centres de calcul, etc. Donc ça m'amène au deuxième étage, qui sont ce qu'on appelle les hyperscalers. Donc les hyperscalers, ce sont les acteurs qui commandent par milliers ces puces. Et on va trouver Microsoft, on va trouver Amazon, on va trouver Google, on va trouver notamment Oracle, etc. Et eux, ils commandent ces puces, ils leur mettent dans ce qu'on appelle les data centers, et ensuite ça va être des fournisseurs de cloud pour public pour le monde entier. Alors, les hyperscalers ensemble ont plus investi sur le marché de l'IA que l'ensemble des venture capitalistes de la planète réunie. Ça veut dire, en d'autres termes, en fait, Thomas, il possède le marché. Et donc, euh, la question après, donc le troisième étage, c'est notamment les fournisseurs de modèles, comme OpenAI. OpenAI, par exemple, Microsoft se détache de loin parce qu'il a investi, il détient 27% de la part de capital dans OpenAI. Hein. Et donc, en fait, on retrouve tout à fait ce que tu disais, c'est-à-dire Nvidia investit dans OpenAI, OpenAI investit dans Nvidia, Nvidia investit dans Oracle, Oracle investit dans Nvidia, et on retrouve cet effet circulaire et on se dit, mais si tout ça s'effondre, est-ce que c'est vraiment une bulle? Quelles sont les conséquences? Et on pourrait faire un parallèle avec ce qu'on a connu en 2008, en 2009, avec notamment la crise des subprimes. La réalité, c'est qu'il y a un élément qui est très différenciant, c'est que si on part du principe que les hyperscalers possèdent ce marché, il faut regarder d'où provient l'argent qu'ils investissent. Et l'argent qu'ils investissent provient du cash qui est disponible. D'accord? Les Magnificent Seven sont des entreprises qui ont énormément de cash. On a pour adage de dire que Apple a plus de cash que le gouvernement américain. Donc, il y a beaucoup de cash. La grande partie du capital avec lequel on finance l'IA aujourd'hui, ça provient notamment du cash de ces hyperscalers.
Donc si jamais demain OpenAI ne tient pas ses promesses, certainement il va y avoir un impact sur la rentabilité de ces hyperscalers, mais ça ne va pas forcément remettre en cause leur existence. À une exception près, qui est Oracle, qui a un taux d'entêtement beaucoup, beaucoup trop fort pour survivre dans l'état actuel des choses, si jamais OpenAI ne tient pas ses promesses. Et donc, bulle ou pas bulle, ce qu'il faut, d'abord, il faut savoir de quelle bulle on parle. Si on ramène ça à ce qu'on a connu avec la crise des subprimes, ça n'a rien à voir, parce que là, pour le coup, ça se fonde sur un capital et un cash qui est vraiment disponible, dans la plupart des cas. On atteint des valorisations qui peuvent interpeller. Là, pour le coup, c'est parce que c'est l'effet de hype et c'est quelque chose qu'on a observé dans toutes les révolutions par lesquelles on est passé. Mais cette fois-ci, on observe à une vitesse beaucoup plus importante, on pourra y revenir. Et donc, ma conviction, je pense pas que ce soit une bulle. Je pense que c'est une tendance qui est là pour rester. Je pense que les capitaux euh, qui, euh, avec lesquels ces entreprises en fait sont financées, sont des capitaux pour la plupart réels et disponibles. Je pense néanmoins que les valorisations sont un peu trop importantes. Et je pense que ça va s'accompagner de pas mal de transformations dans les prochaines années sur la techno, sur la façon avec laquelle on interagit avec les machines, sur le monde de l'emploi, sur les skills, etc., etc. Ouais, on va revenir justement sur ces transformations et on va revenir là-dessus ensuite. Donc, bilan financière, pas forcément, même s'il y a potentiellement une inflation de la valorisation, mais les conséquences ne seraient très différentes de la crise de 2008, 2009 des subprimes pour les raisons que tu as évoquées sur la nature et les provenances de l'argent. Bulle, quand on dit bulle, on peut aussi dire bulle de la hype en ce moment, puisque l'IA, si on met pas IA quelque part, on a l'impression qu'on ne peut pas aller dans les news, c'est impossible. Donc, quel que soit ce qu'on fait, on va mettre IA dans le titre. Et même, plus sérieusement, en novembre là, 2025, il y a McKinsey qui sort une étude sur tout ce qui est robotisation et les agents IA, dont on parlera aussi dans ce podcast, puisque tu as une certaine expertise sur le sujet. Et le rapport de McKinsey disait, avec la technologie d'aujourd'hui, tout de suite, si on l'implémente correctement, on pourrait automatiser 57% des heures de travail aux États-Unis. Qui parle d'heures de travail, il ne parle pas de personnes forcément, mais on comprend bien que si on a besoin de moins d'heures de travail pour faire quelque chose, bah, il y aura moins de personnes qui le feront. 57%, ça paraît énorme. Ça va dans cet engouement général, enfin dans le même sens. Toi, t'en penses quoi, toi qui as cette expertise, qui accompagne des entreprises dans leur transformation, notamment sur tout ce qui est innovation et intégration de l'intelligence artificielle dans leur process? Est-ce que ça te paraît cohérent, ce chiffre de 57% des heures pourraient être automatisables, ou est-ce qu'on est dans une hype, justement? C'est vraiment une excellente question parce que on est en train de vivre quelque chose d'inédit, à l'évidence, avec l'IA et avec la vitesse à laquelle ça va. Je crois que OpenAI en ce moment rapporte 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Et je rappelle que OpenAI, quand ça a été lancé, ils ont atteint 100 millions d'utilisateurs en 2 à 3 mois. Et Netflix et Spotify, dont on est pour la plupart utilisateurs, ont mis 10 et 11 ans pour atteindre le même chiffre. Donc en fait, la vitesse, elle est juste incroyable. Pour réfléchir à ces questions, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de partir des principes de base. Et donc en fait, je me dis, on est en train de vivre ce moment inédit. Si on prend un peu de recul, est-ce que c'est quelque chose où on peut trouver des similitudes avec quelque chose par lequel on est passé? Et si on regarde les 5 révolutions qu'on a eues, industrielle, ferroviaire, sidérurgique, automobile et maintenant numérique, à chaque fois, ça a été le même chemin, c'est-à-dire il y a eu une frénésie, il y a eu une hype au début. Je crois qu'il y a 1 an et demi, Gartner disait on est au pic de la hype pour l'IA générative. Euh, et ensuite, il y a un peu de prise de conscience réelle de ce qu'on peut faire, et les choses sérieuses commencent ensuite. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a connu, mais à une vitesse extrêmement, extrêmement différente, et que là, ça va vraiment, vraiment très vite. Euh, Ce que je pense, c'est que si on regarde, quand l'IA générative a été perçue comme une opportunité, d'abord, l'ensemble des entreprises ont commencé à réfléchir à quels pouvaient être les cas d'usage.
Et donc, il y a pas mal de choses qu'on a vu émerger sur le marché, sur les fonctions support, sur le marketing, sur la productivité, sur l'hyper-personnalisation du service ou du produit qu'on offre à ses clients. Et ensuite, on a vu une grande vague d'expérimentation partir. Et en fait, ce qu'on observe après, c'est que la plupart de ces expérimentations-là, au début en tout cas, euh, n'ont pas pu être déployées à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire leur généralisation a échoué. Parce que, en fait, quand on veut expérimenter, donc aller vite, dans le respect de la politique de l'entreprise, on est confronté à moins de challenges que quand on veut déployer à l'échelle d'une entreprise, parce que la complexité est beaucoup plus importante, les compétences, on peut avoir une rareté de compétences, les billets peuvent s'amplifier. Il y a un sujet de comment est-ce que on contrôle l'explainabilité du système. Il y a un sujet de comment est-ce qu'on a l'observabilité et la sécurité de bout en bout, parce que ces systèmes-là, ils s'intègrent avec d'autres systèmes. Il y a pas mal de choses qui s'amplifient quand on veut déployer à l'échelle d'une entreprise. Et donc à ce moment-là, au début, il y avait 90% des... je me rappelle, moi j'étais allé à Londres pour le sommet Gartner, et il disait aujourd'hui, mais ça c'était il y a 1 an et demi, il disait aujourd'hui, il y a 50% des entreprises qui exécutent. Et on pense que 90% de ces expérimentations ne passeront pas à l'échelle, au sens ne seront pas déployées à l'échelle de l'entreprise. Donc vont échouer entre guillemets au sens du fait qu'elles aient un impact sur le nombre d'heures qui vont être réduites grâce à ces initiatives. Donc il y a 90% des projets qui n'allaient pas au bout. Complètement. Et donc, il y a toujours la promesse et la réalisation de la promesse. Donc, nous, on a fait une étude il y a quelques semaines pour essayer de factualiser aujourd'hui, vraiment, où en sont les organisations, où en sont les entreprises, dans leur adoption de l'IA, de l'IA générative, de l'IA agentique, etc. Donc, on a posé la question Contexte, parce que donc quand tu dis nous, c'est Kindry, l'entreprise pour laquelle tu travailles. N'hésite pas à la présenter juste en une ou deux phrases et après on peut repartir sur ce que tu as pu découvrir justement dans ce rapport-là. Alors, je travaille chez Kyndryl. Kyndryl, c'est une entreprise de services informatiques. Notre métier, c'est de concevoir, de moderniser et de gérer les systèmes critiques des clients à grande échelle. On est 80 000 à travailler dans le monde, on est 4 000 à travailler pour le marché français, et on travaille pour 4 000 clients dans le monde et en France. On sert 300 entreprises, donc on a un footprint important. Et justement, on a voulu factualiser où en étaient les clients, où en étaient les entreprises, les organisations de manière générale, sur l'adoption de l'IA générative, de l'IA agentique. Euh, et donc, on a posé la question à 3700 leaders qui sont répartis dans 1200 entreprises, dans 21 pays et dans 8 industries différentes. Donc, on a vraiment fait le maximum pour que cette étude-là soit représentative. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre adoption de l'IA? Alors, d'abord, on retrouve un chiffre qui va dans le sens de la question que tu m'as posée. Parce que 86% des leaders qu'on a interrogés sont convaincus que l'IA va fondamentalement changer les rôles et les responsabilités dans leurs entreprises sur les 12 prochains mois. Donc ça, c'est la première chose qu'on a apprise. Et ensuite, quand on regarde davantage, et là, du coup, ça nous amène à revenir aux expérimentations dont je parlais tout à l'heure. On a d'abord 61% des leaders qui disent, écoutez, on a la pression parce qu'il faut absolument qu'on démontre un ROI tangible suite aux différents investissements qu'on a faits. Et 72%, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'ils disent, aujourd'hui, on a plus de pilotes, on a plus d'expérimentation que de capacité à les faire émerger, en fait. Soit pour des raisons de compétences, soit pour des raisons de dette technique, de fondation technologique. Et puis après, si on prend un peu de recul, comme on a interrogé des leaders dans différents pays, ben, en fait, ils nous disent, en fait, 65% d'entre eux nous disent, on a fait évoluer notre stratégie cloud, notre stratégie data, pour tenir compte du contexte géopolitique et de l'incertitude actuelle, et pour aller plus dans le sens de la souveraineté numérique. En fait. Et dernier chiffre avec lequel je m'arrêterai là, on a 60% d'entre eux qui nous disent, écoutez, c'est un challenge pour nous de suivre le rythme
auquel évolue l'intelligence artificielle. Parce que on était en train d'expérimenter avec l'IA générative. Maintenant, il y a un changement de paradigme qui arrive avec l'IA agentique. Et quand on leur dit, bah, qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment si aujourd'hui on remettait les compteurs à zéro? Bah, d'abord, ils nous disent, on aurait bien aimé euh, passer plus de temps sur qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer ces technologies dans l'existant chez nous. Parce qu'en fait, toutes les entreprises ne sont pas au même stade technologique, ne sont pas cloud native, etc., etc. Donc, pour certaines, il y a un challenge qui est quand même un peu plus important. Euh, Ils nous disent, on aurait bien aimé pouvoir passer plus de temps sur la coordination entre les différents départements. Euh, Parce qu'ils voient que pour générer de la valeur à l'échelle d'une entreprise, il faut que ce soit cross, il faut que pas que ce soit cantonné à une seule équipe, etc. Et ensuite, ils nous disent, on aurait bien aimé apporter une réflexion qui est une réflexion euh, sur la valeur de cette techno, comment est-ce on aligne avec nous en tant qu'entreprise, où est-ce qu'on veut aller, notre stratégie, etc. Plutôt que d'avoir des expérimentations qui sont tirées par d'autres préoccupations. Voilà. Et donc, il il y a certainement, pour revenir à la question que tu posais, cette technologie, elle arrive avec une promesse inédite. Ça va de soi. La réalisation de cette promesse n'est pas aussi évidente quand on voit des expérimentations sur le marché. Il n'y a pas d'entreprises qui sont en phase d'apprentissage. On commence à avoir du recul sur ce qui fait qu'une expérimentation marche ou pas, passe à l'échelle ou pas. On peut très bien outiller des organisations d'un framework multidimensionnel pour tenir compte de toutes les choses qui sont sur le chemin critique de la généralisation dès le démarrage des expérimentations. Mais encore une fois, on est sur un chemin, on est sur une mouvance, on va très vite, mais aujourd'hui, les 57% ne sont pas une réalité pour les entreprises aujourd'hui. Les 50%, c'est la promesse, mais comme tu dis, la difficulté semble être dans l'implémentation concrète, à la fois par passage à l'échelle, mais aussi par alignement, valeur, stratégie de l'entreprise par rapport à ces projets-là. On va revenir sur les sujets dont tu parles, parce que avec le recul que vous avez en accompagnant les entreprises, tu as une expertise sur comment déployer ce type de stratégie, quel type de stratégie est bonne ou pas. On va y revenir. On va revenir aussi aux agents IA qui sont encore plus d'actualité sur ce qui est recherché dans les entreprises à implémenter. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on te présente, parce qu'il y a eu une introduction au podcast, mais on a jumpé dans le sujet, on a sauté sur le faire chaud, justement, comme on sait qu'il est de bonne augure à faire en podcast. Avant ça, donc Habib, toi tu es l'un des leaders de référence sur l'adoption de l'IA en entreprise. Tu es un ancien diplômé de Télécom Paris avec un MBA à Polytechnique. Tu es maintenant vice-président chez Kindry, que tu as présenté, et tu pilotes là-bas notamment tout ce qui est application cloud, les pratiques cloud, application, data et IA en France et en partie internationale. Tu as notamment conseillé des transformations à grande échelle, y compris avec de la modernisation IA, donc modernisation avec de l'intelligence artificielle, et c'est ce qui va nous intéresser notamment. À côté de ça, tu fais aussi plusieurs choses, ça se voit, tu es à l'aise, tu es keynote speaker, tu as aussi été auteur régulier chez Les Échos ou La Tribune, que les auditeurs connaîtront certainement. Et tu accompagnes notamment les dirigeants sur une question centrale qui va nous intéresser. Comment transformer l'innovation ici en intelligence artificielle en impact concret, réel, pour que ça ait un impact sur ce qu'on fait au jour le jour dans les entreprises et sur la valeur délivrée au final. Donc avant qu'on aille faire ça, j'ai 3 questions pour toi sur ton parcours. Parce que j'aime bien savoir sur ce podcast d'où viennent les gens. La première, c'est quand on remonte vraiment, t'as un parcours relativement exceptionnel. Est-ce qu'à 17 ans, tu savais déjà ce que tu allais faire, ou est-ce que tu t'attendais à avoir ce type de parcours, ou est-ce que tu étais, est-ce que ingénieur c'était une évidence, ou est-ce que tu étais un peu perdu? Comment ça se passait si on reparle au Habib de 17 ans? Alors, la réalité, c'est que moi, j'ai toujours aimé la technologie. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que mon premier site web, je l'avais créé à l'âge de 16 ans. Donc, le Habib de 17 ans, il commence à déchanter sur la qualité du site web qu'il avait créé un an avant. Il commence à se rendre compte que, en fait, c'était pas conforme aux meilleures pratiques qu'on pouvait observer. Mais je suis très technophile, j'aime beaucoup la techno. Ingénieur, pour moi, c'était
presque une évidence. C'est pour ça que je suis très très content d'être avec toi aujourd'hui. C'est un podcast que j'écoute et félicitations pour ton podcast. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec toi. Euh, Maintenant, une fois que j'ai su que j'aimais la techno, j'ai effectivement choisi Telecom Paris parce que c'était une école de technologie avant tout, mais j'avais pas la vocation pour un secteur en particulier. J'avais pas forcément des idées très claires sur dans quel secteur je voulais travailler, pour quelle entreprise je voulais travailler, etc. Donc j'ai continué à explorer la techno, j'avais fait la Coupe de France de robotique à un moment, etc. Et puis quand j'étais en école, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de travailler pour une start-up dans le cadre d'un stage, j'ai essayé de travailler dans le conseil dans le cadre d'un stage aussi, j'ai essayé de travailler dans l'industrie dans le cadre d'un stage. Et donc je me suis beaucoup cherché en me disant bah, quel est le chemin en fait qui me correspond le plus, etc. Je ne savais pas exactement quel choix faire, mais j'étais certain d'une chose, c'est que je voulais avoir une carrière qui soit riche et utile. C'était vraiment ça mon phare dans cette incertitude. Et quand j'ai expérimenté le conseil, je me suis dit, tiens, ça peut être euh, un bon moyen de compenser un manque d'expérience qu'on a naturellement quand on connaît rien. Parce qu'on voit beaucoup d'entreprises, on voit beaucoup de contextes, etc. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à faire une école d'ingénieur et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans le conseil. Ah, incroyable. Et justement, tu as fait une carrière dans le conseil qui a été donc dans plusieurs entreprises. J'ai pu voir aussi via ton profil LinkedIn que tu as eu une évolution certaine. Tu as eu des postes de manager, tu es passé senior manager, puis directeur à un moment donné, vice-président maintenant chez Kindrill. Si tu devais pointer un, deux ou trois points clés dans ta carrière qui t'ont vraiment marqué parce que tu as pu y apprendre et sur les évolutions qu'il y a pu avoir, justement, parce que c'est quand même quelque chose d'important, ces évolutions, c'est des passages qui en général sont pas forcément évidents. Qu'est-ce qui toi t'as le plus marqué dans ta carrière jusqu'à présent? Euh, alors, d'abord, la première chose qui me marque, c'est que tous les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui, sur lesquels j'accompagne les entreprises aujourd'hui, ne sont pas des sujets que j'ai appris à l'école. Et donc, en fait, ça veut dire qu'en tant qu'ingénieur, en fait, on apprend surtout à apprendre, et puis on s'adapte, et il faut garder ces skills d'actualité parce que c'est ce qui nous donne la liberté. Moi, je pense qu'on vaut autant que ses compétences. Et donc, il faut vraiment garder ses compétences à jour, ce qui n'est pas forcément une chose aisée hein, à faire, parce que on est dans un monde qui est caractérisé par une profusion d'informations, et ce qui est d'autant plus vrai pour l'IA. Donc, il faut être capable de dissocier le fondamental de l'accessoire et puis il faut être capable d'y aller. La deuxième chose, moi, je suis convaincu, Thomas, que dans une entreprise, euh, on ne se rappellera jamais du détail de ce qu'on a été amené à faire, mais on se rappellera certainement de l'impression qu'on a laissée en le faisant. Et donc, si, par exemple, on a des personnes qui sont plus seniors que soi, qui nous confient une responsabilité, qui nous demandent de faire des choses, moi, je suis convaincu que tout compte. Et donc, il faut aborder toutes les responsabilités avec le même sérieux, la même rigueur, parce que, in fine, je suis convaincu que quand on évolue dans le monde de l'entreprise, les postes qu'on peut avoir, les responsabilités qu'on peut avoir sont la conséquence de la confiance que le management a en nous. Et donc, si chaque tâche qui nous est donnée, ben, en fait, on l'aborde avec sérieux, etc., je pense qu'on se crée une marque très importante sur cette personne est fiable, cette personne trouvera des solutions, cette personne mènera les choses à bout et à terme. Donc ça, c'est vraiment, je pense, c'était un apprentissage très important pour moi. Et puis après, le point 3 c'est vraiment la curiosité et pas avoir peur de shifter. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à discuter avec les acteurs de l'écosystème, à discuter avec des gens comme toi, parce que ça me permet aussi de me reposer certaines questions. Et donc, je pense que la clé, si je peux me permettre vis-à-vis de ton auditoire, pour continuer toujours à avancer, c'est presque une remise en question permanente, retravailler sur ses skills et aborder chaque tâche avec vraiment sérieux et énergie. Je dirais ça. Et tu parles justement de remise en question et du fait que les sujets que tu traites actuellement, tu les as pas pris à l'école. Euh, Comment est-ce que tu en es arrivé à traiter des sujets d'IA? C'est assez nouveau, tu as réussi à développer une expertise dessus très rapidement. C'est arrivé comment dans ta carrière, cette notion-là et ces transformations? D'abord, j'avais des notions, parce que quand on parle d'IA, euh, avant, on parlait d'automatisation,
Je sais que tu as reçu notamment des représentants de EIPass sur ton podcast, sur ce qu'on appelle le RPA, etc. Ensuite, on a vu l'évolution vers tout ce qui est machine learning. Ça a été c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a des applications très concrètes. Ensuite, on a vu l'IA générative qui était nouvelle pour tout le monde. À ceci près que c'est la première fois que une révolution comme celle-là, elle démarre d'abord par l'école blanc et pas par l'école bleue, parce que dans l'imaginaire, on s'imaginait que euh, les premières applications de l'IA très très poussées, c'était pour des tâches manuelles, etc. Et en fait, on voit que c'était pour des tâches plutôt euh, créatives, intellectuelles. Et puis après, c'est aussi une révolution qui a démarré par les ménages et pas par les entreprises. C'est-à-dire qu'on avait tous sur nos smartphones une application, et puis on se disait, bah, pourquoi j'ai pas ça dans mes assets d'entreprise, pourquoi je peux pas faire la même chose avec les outils que j'ai au travail. Donc c'était nouveau pour tout le monde, et encore plus agentique maintenant. Euh, Quand c'est nouveau, il y a toujours une opportunité à saisir si jamais c'est pas une hype, si jamais c'est une tendance de fond. Bon, tout à l'heure, tu disais que aujourd'hui, l'IA est dans tous les pitchs, etc. C'était aussi le cas il y a quelques années sur la partie blockchain, hein, où on voyait beaucoup ça dans les pitchs, notamment de Silicon Valley, etc. Euh, Moi, d'abord, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est une tendance de fond, est-ce que c'est là pour rester? Et toutes les recherches que j'ai faites, toutes les personnes avec qui j'ai discuté, toutes les lectures que j'ai eues m'ont confirmé que oui, il y a une vraie tendance de fond, il y a une vraie valeur. Et maintenant, comment est-ce que je fais pour développer une expertise rapidement, développer les compétences qui vont bien, avoir un regard critique sur l'écosystème mais constructif, comprendre comment les différentes briques s'assemblent et surtout comprendre à quel point il faut que je fasse évoluer mes convictions parce que la technologie n'arrête pas d'avancer. Donc beaucoup de formations en continu. Et puis surtout, en fait, beaucoup de cas pratiques, parce que si on fait que de la théorie, euh, ben, on n'est pas forcément toujours très crédible dans la mise en œuvre. Mais ton auditoire, c'est surtout des ingénieurs, donc c'est des personnes qui aiment le pratique et qui aiment rentrer concrètement dans les sujets. Ouais, non, ça fait sens, formation en continu. Ce qui est intéressant, c'est que tu as analysé le fait que c'était une tendance de fond, et ensuite, une fois que tu te dis oui, ça va rester, et qu'en effet, il y a une vraie valeur, on va plonger dedans. Je te propose qu'on plonge justement ensemble sur les cas pratiques, parce que tu as aidé beaucoup d'entreprises à implémenter, ou en tout cas à réfléchir, enfin, certaines à implémenter, d'autres à réfléchir à leur stratégie d'implémentation de l'IA. Mhm. Donc j'aimerais qu'on passe sur les use cases. Euh, mais avant même les use cases, pour bien comprendre, parce que si on va tout de suite dans les bons exemples, c'est un peu simple, je trouve, et on a du mal à voir, ok, ça c'est bien, mais qu'est-ce qui serait pas bien? Est-ce que tu as eu des exemples d'entreprises que tu as conseillé qui avaient euh, une mauvaise stratégie? Alors là, je grossis un peu le trait, bien sûr, il n'y a sûrement pas une mauvaise stratégie, mais des choses qui n'ont pas marché, qui étaient quand même, qui structurellement ne marchent jamais, ou que tu vois qui semblent bien sur le papier, mais qui ne le sont pas en pratique. Pour toi, qu'est-ce que c'est une mauvaise stratégie A? Et ensuite, par opposition, qu'est-ce qui serait plutôt une meilleure stratégie A pour réussir à vraiment avoir une valeur ajoutée avec ces technologies? Alors, je peux donner un exemple très concret, parce que je connais personnellement le responsable informatique d'un acteur du retail. Et en fait, il y a eu des changements dans le comité exécutif de cette entreprise, et la nouvelle direction était une direction très visionnaire, et ils voulaient justement en fait tirer profit des opportunités qui étaient offertes par l'IA, l'IA générative, l'IA agentique. Et en fait, la première chose qu'ils ont demandé aux responsables informatiques de faire, c'était euh, de, de faire évoluer les chatbots, etc., qui étaient au contact direct des clients, pour avoir une expérience beaucoup plus personnalisée, pour que l'expérience client soit plus agréable, pour qu'il y ait moins de gens qui ne trouvent pas la réponse à leurs questions et donc qui soient amenés à appeler le service client, etc. Donc voulait améliorer cette expérience. Et lui, pour, pour, euh, pour concrétiser ça, il a été amené à utiliser des systèmes d'IA générative sur les chatbots, mais sans forcément moderniser le reste du système. Parce qu'il avait une demande très forte pour avoir quelque chose de visible tout de suite. Et en fait,
Ça faisait partie des apprentissages à ce moment-là, parce que le marché dans son intégralité manquait de recul. Mais la réalité, c'est qu'une fois que vous déployez un système d'intelligence artificielle générative, en fait, il faut le fine-tuner en continu. Je m'explique. Si vous êtes une entreprise de prêt-à-porter et que vous avez déployé un système d'intelligence artificielle générative qui va donner les réponses à vos clients dans le cadre d'un service après-vente. Vous le déployez, il marche très bien sur les articles actuels. La saison prochaine arrive, vous allez déployer de nouveaux articles que le système ne connaît pas encore, mais sur lesquels il doit être tout aussi performant. Et donc, en fait, il faut le fine-tuner en continu, l'entraîner en continu, etc. Et donc, à ce moment-là, ça avait pas, ça avait été à la fois un apprentissage et aussi quelque chose qu'il fallait faire évoluer. Et c'est comme ça qu'on a été amené à travailler avec eux. Donc, ce qui m'amène à dire, bah, quelle est la première bonne pratique? Euh, D'abord, on entend tellement de choses sur la capacité des modèles à raisonner, la capacité des agents à entreprendre des actions, etc., qu'il faut absolument aller au-delà de l'illusion du déploiement technologique suffisant. C'est-à-dire, faut d'abord, avant de se poser la question sur quelle techno, quel modèle, etc., il faut être très, 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 très au clair sur ce qu'on veut faire. Il faut commencer par la clarté du pourquoi. Pourquoi on veut faire ci, quelle valeur, quel gain, quel gain tangible, quel ROI. Et puis le ROI ne doit pas uniquement être financier, hein. Il y a aussi des choses en termes d'acculturation, d'attractivité qui doivent aussi rentrer en compte. Donc d'abord, il faut bien, bien, bien définir ce qu'on veut faire. Et ensuite, les questions de modèles, de plateformes, de technologies, de leur intégration vient après. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi je vois quatre choses qu'il faut absolument prendre en compte quand on veut déployer des, euh, des stratégies d'IA ou des cas d'usage d'IA. D'abord, le premier prérequis il concerne la data. Une donnée contextualisée, une donnée sécurisée, parce qu'on sait tous que les systèmes d'intelligence artificielle mobilisent un grand nombre de données, que ces données, dans la plupart du temps, sont des données sensibles. Et donc, la crainte qu'on peut avoir à un moment où les cyberattaques se multiplient est une crainte légitime. Donc, vraiment, la donnée, la sécurité des données, c'est vraiment important. Je crois qu'en France, l'année dernière, on avait 385 000 cyberattaques recensées. On est le quatrième pays le plus attaqué au monde après les US, la Chine et l'Allemagne. Donc, cette crainte, elle est vraiment, vraiment légitime, en fait, hein. Euh, pour donner un exemple très concret, à chaque fois, je donnerai un exemple concret de comment on peut y répondre. Mais une des entreprises avec lesquelles on a travaillé, mais en fait, avait cette crainte-là par rapport à leurs données vitales. Donc, on a travaillé avec eux pour dire, d'abord, dans votre métier, quelles sont les données les plus importantes sans lesquelles vous ne pouvez pas opérer. Donc, on a défini ce qu'on appelle la minimum viable company avec les données les plus vitales. Et donc, pour être très concret, on les a aidés à sécuriser trois data centers qu'ils ont dans des zones géographiques différentes pour pouvoir continuer à opérer leur activité si jamais il y a une attaque. Ces données-là, qui étaient des données vitales pour eux, c'est un acteur qui est dans le monde de l'assurance, représentaient 75 téraoctets. Alors 75 téraoctets, pour qu'on se rende compte, c'est 150 téraoctets, pardon, c'est 75 milliards de fiches papier. Euh, c'est 17 ans de vidéos Full HD, mis bout à bout. Donc c'est vraiment beaucoup de données. Et en fait, l'engagement qu'on a pris, c'est si jamais il y a une attaque, ben, on leur redéploie des environnements, on leur redéploie l'ensemble de ces données vitales en moins de 4 heures, et on leur met à disposition un environnement à côté pour qu'ils puissent comprendre quels sont les événements qui sont déroulés, qui ont amené à ce dysfonctionnement. Et donc, en fait, la promesse, c'est on protège les données vitales, on vous remet un environnement, on vous permet de faire la traçabilité de ce qui a conduit à ce dysfonctionnement, et surtout, vous pouvez continuer votre activité euh, sans, en minimisant la perturbation pour le client, en minimisant la perte de chiffre d'affaires, etc. Donc ça, c'est un premier exemple vraiment concret sur la sécurisation de la donnée. Le deuxième aspect, c'est la gouvernance. Alors, d'habitude, dans l'informatique, on dit qu'il faut que le métier et l'IT collaborent, etc. Alors, pour l'IA générative, c'est un impératif où on va un peu plus loin, parce qu'il faut embarquer d'autres types d'acteurs. Il faut que le juridique soit représenté, il faut que
les représentants du personnel soient représentés, il faut que le DPO soit représenté, il faut que la finance soit représentée. Euh, Nous, par exemple, on a été chez Kindred parmi les premières sociétés au monde à déployer Copilot. Quand je dis ça, ça veut dire que on a déployé 20 000 licences Copilot chez nous en interne avant même que le produit soit annoncé officiellement sur le marché. Et donc, on a dû quand même travailler avec les représentants du personnel, expliquer la transformation qui allait s'opérer, comment on pouvait l'accompagner, répondre à des questions qui se posaient aussi sur la productivité, etc. Et donc, en fait, il y a un impératif supplémentaire avec l'IA générative. Si on parle d'agents, et peut-être qu'on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais les agents, comme ils peuvent entreprendre des actions de manière autonome, et ben en fait, la gouvernance elle est encore plus importante parce que on passe d'un modèle où on définit ce que va faire le système dans le détail, à un modèle où on définit les conditions d'action et les champs d'action de ces agents, donc leur terrain de jeu. Et donc, les exigences en termes de, d'authentification, de sécurité, de biais, de boucle de rattrapage humain, etc., sont encore exacerbées dans ce contexte-là. Donc, ça, et puis, je discutais il y a quelques semaines avec des CTO, des CIO d'entreprises dans, dans le retail, etc., qui ont des usines, et donc qui ont un contexte social important. Le fait d'aller discuter avec les instances représentant du personnel externe, c'est vraiment un impératif supplémentaire. Donc, il faut vraiment expliquer la transformation. Et en général, si on l'explique bien et qu'on a un plan qui est cohérent, qui est robuste, les gens comprennent, ils perçoivent ça comme une opportunité aussi pour eux. La troisième bonne pratique, elle va surtout concerner les compétences. On en parlait tout à l'heure, 86% des leaders considèrent que l'IA va fondamentalement changer les rôles et les responsabilités. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Parce que si moi je suis une personne qui a un vécu important dans l'entreprise, je vois venir ces nouveaux systèmes, je lis dans la presse ce qui se dit en matière de productivité, je regarde ce qu'annoncent les géants du numérique sur la réduction des effectifs, etc. Je me pose des questions. Et c'est absolument. En fait, et on se pose la question, et donc on sait que c'est un domaine où il faut qu'on déploie nos skills, mais en même temps, l'actualité peut générer une anxiété. Ma conviction là-dessus, c'est que les Américains, c'est pas l'IA qui va prendre notre métier, c'est quelqu'un qui sait l'utiliser. Et donc, en fait, le fait moi, ma conviction, c'est que l'avenir appartiendra à ceux qui sauront exercer une pensée critique avec les modèles, qui sauront exécuter avec les modèles, qui sauront décider avec les modèles. Et donc, le fait de se former, ça devient vraiment indispensable. Nous, par exemple, chez Kindred, on a fait le choix de former l'ensemble de la population. Tout le monde chez Kindred France est formé à l'IA. Et quand je dis formé à l'IA, on s'y prend de la bonne manière. C'est-à-dire, si on part du principe que c'est un monde dans lequel la techno évolue vite, etc., d'abord, il faut donner les bases, les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Donc, expliquer le machine learning, expliquer les risques qui sont associés à l'IA, expliquer les cas d'usage, expliquer comment on applique l'IA de manière responsable, quel est le framework qui conduit à une généralisation qui est réussie, etc. Et une fois qu'on a travaillé là-dessus, on a travaillé avec le comité exécutif d'une banque, on a travaillé avec les grands utilisateurs d'un acteur d'énergie, on a formé 100% des salariés de Generix, qui est une entreprise d'édition de logiciels, leader dans son domaine, hein. Donc, si on fait de l'édition de logiciels, ça veut dire que la plupart de nos salariés sont des software développeurs, etc. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est à l'avant-garde de la transformation, hein. C'est pas du tout une entreprise qui a du mal à prendre le virage. Donc, les skills, c'est vraiment un sujet fondamental. On pourra y revenir si tu le souhaites. Et puis, dernièrement, je serai très bref là-dessus, parce qu'on a un peu évoqué ce sujet-là. Comment on fait pour que les expérimentations ne restent pas bloquées au plafond de verre de la généralisation? C'est-à-dire, comment on fait pour pouvoir passer à l'échelle? C'est là qu'est la valeur et c'est là qu'est la réussite en fait, de l'expérimentation. Donc, selon moi, il y a ces quatre aspects-là qui sont indispensables à prendre en compte
pour un déploiement réussi en entreprise. Ok, donc tout ce qui est données, sécurisation, clean, gouvernance, compétences et upscaling, au final, c'est un anglicisme, forcément, il y en a quelques-uns quand on parle d'implémentation, mais mise à l'échelle. D'ailleurs, je profite de cette note sur les anglicismes pour te remercier de l'avoir très peu. C'est particulièrement difficile, je trouve. Vivant à l'étranger, pour moi, c'est parfois c'est problématique, mais même en France, je rencontre peu souvent des personnes qui ont aussi peu d'anglicismes. Donc non, c'est parfait. Donc, ça fait sens et j'aime bien aimer aussi l'exemple que tu as donné avant ces 4 piliers d'une mise en pratique très rapide qui a conduit à avoir certains problèmes vu que c'est une technologie nouvelle. Quand on l'implémente, on se rend compte qu'il y a des problématiques ici en l'occurrence de fine-tuning en continu, donc de continuer à adopter la technologie qui est là. Je te propose, vu qu'on parlait en dernier pilier de tout ce qui était POC, donc projet pilote et de mise à l'échelle, qu'on en parle un peu plus dans le cas particulier des agents IA. Parce que les agents IA, sujet relativement aussi dans la hype, qui est tendance, mais au-delà de la tendance, c'est hyper pratique et il y a énormément de potentialités, de gains potentiels de valeur. Je le vois ne serait-ce que dans mon travail actuel, de jour, celui que je fais à côté de ce podcast, qui est dans l'automatisation de certaines tâches, à la fois des analytics ou autres, où en effet on se dit qu'un agent, c'est l'équivalent d'un chatbot, qui peut répondre à des questions assez complexes et faire du travail en utilisant des outils par lui-même, incroyable. ça paraît incroyable. Où est-ce qu'on en est en réalité de ce que tu peux voir toi justement quand tu accompagnes les entreprises dans ce type de projet? Est-ce qu'on en est à un stade où tout le monde essaie de faire des projets pilotes d'agents? Est-ce que tu en as déjà vu certains qui sont implémentés, qui marchent réellement justement à l'échelle? Qu'est-ce que tu as pu voir toi, qu'est-ce que vous avez pu voir via votre entreprise sur ce type de problématique et les agents IA? Je pense que pour bien comprendre les agents, faut comprendre les 2 étapes qui les ont procédés, pour bien comprendre la valeur qu'ils apportent. On est tous familiers avec les LLM, c'est-à-dire un cerveau isolé qui apporte de l'intelligence au sens intelligence artificielle sur un jeu de données statique. Donc, exemple, ChatGPT vient de sortir, tu lui poses une question sur l'actualité, il est incapable de te répondre, parce qu'il opère sur un jeu de données statique. Ensuite, on a évolué vers les workflows IA, c'est-à-dire un ensemble d'étapes définies au préalable par un humain. Et dans une ou plusieurs de ces étapes, on va utiliser de l'intelligence artificielle générative. Mais le workflow ne change pas, il est fixe, il est figé. Et à un moment, on va utiliser l'IA générative. Exemple, on a vu pas mal d'entreprises se doter de RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire un système qui leur permet d'utiliser les capacités offertes par l'IA générative sur leurs propres données d'entreprise. Alors moi, je suis dans mon entreprise, je cherche telle clause dans tel contrat, et je veux pouvoir faire une recherche et l'avoir, tout comme ChatGPT me renverrait cette information, c'est-à-dire contextualisée, bien formulée, bien précis, etc. Ben ça, on est pleinement dans le workflow, parce que le process ne change pas. Ce qui va changer, c'est qu'à un moment, on va chercher telle ou telle information. Et maintenant, donc en fait, on pourrait presque faire un parallèle avec le workflow, avec la musique classique. La partition, elle est connue à l'avance et ne changera pas. Et après, on passe à l'IA agentique. Alors, les agents sont capables d'observer leur environnement, c'est-à-dire qu'ils sont capables de, de savoir à quel outil ils peuvent faire appel via un protocole qu'on appelle MCP, Modèle Contexte Protocol. Et je sais que tu en as aussi parlé sur cette chaîne. Donc, ils peuvent observer leur environnement, et pas que. Ils peuvent surtout faire 2 choses. Ils peuvent raisonner pour atteindre un but que tu leur fixes à l'avance, et ils peuvent entreprendre des actions vers ce but. Donc, on n'est plus du tout dans la musique classique, on est dans le jazz, avec ce que ça implique en termes d'improvisation, parce que tu vas leur définir un but, tu vas leur donner accès aux moyens qu'il y a autour, et eux, ils peuvent raisonner dans ce champ et faire des actions pour atteindre ton but. Donc c'est l'agent qui crée lui-même son propre workflow dont on parlait au départ. Donc il y a un vrai changement de paradigme. La métaphore qu'on m'avait donnée auparavant pour les agents, c'était la différence qu'il y avait entre un marteau
qui est l'outil, qui pourrait être le workflow classique. On va prendre le marteau et on va faire une chaîne de séquences de mouvements pour taper des clous. Et typiquement une ceinture d'ouvrier de construction que j'ai déjà eu, qui est super pratique, que tu mets autour de toi, tu as plein de boucles, et puis tu as tous tes outils qui sont sur toi, donc tu te balades où que tu sois, tu as toujours tes outils, et tu vas choisir l'outil que tu vas utiliser pour arriver à tes fins. Et il y a une certaine improvisation qui est possible, en effet, mais qui va quand même être limitée par le choix d'outils qu'on lui donne. Alors, je vais donner une data que j'ai eue il y a près 6 mois, donc tu vas me dire s'il y a toujours d'actualité ou pas. Mais il y a 6 mois, à l'époque, les agents, s'il y avait plus de 10 outils auxquels ils avaient accès, ça marchait pas très bien du tout. C'est-à-dire que 3 outils, c'était vraiment, ça marchait super bien. Par contre, 6, 7, oui, 10, ça marche encore, mais dès que c'était au-delà de 10, c'était vraiment une galère pas possible en termes de mise à l'échelle. Est-ce que c'est ce que tu peux voir? Est-ce que c'est une bonne métaphore pour toi, cette métaphore? Et sinon, dans quel degré elle n'est pas forcément bonne? Et est-ce qu'on est toujours avec cette limite aussi du nombre d'outils qu'un agent peut utiliser? Alors, la métaphore est bonne, mais depuis, la techno a fait des progrès. Euh, Si, tout à l'heure, on a parlé d'un chatbot qui était utilisé par une entreprise dans le retail. Eh bien, pour donner un exemple différent, mais pour la continuité, restons sur l'exemple d'un chatbot. Comme ça, on va illustrer la différence. Imaginons que vous êtes une poste et que moi, personnellement, je cherche à envoyer un colis. D'accord. Si je vais sur mon chatbot et je dis, je suis actuellement à Paris, je cherche à envoyer un colis à Marseille, euh, euh, mon colis fait 5 kilos et je suis dans le 14e arrondissement de Paris. Où est-ce que je peux déposer mon colis et quelle est la façon la plus optimale pour moi de le faire? Il n'y a aucun chatbot qui peut répondre à ça. Parce que ce n'est pas une information qui est codée en dur quelque part. Il faut prendre mes entrants, il faut raisonner avec et me donner une réponse. Donc l'architecture qu'on pourrait imaginer derrière, c'est que mon chatbot, il fait appel à un agent central qui est en charge de prendre ma demande, de la disséquer, de l'analyser, de comprendre ce que je veux. Et il va faire appel à des agents beaucoup plus spécialisés, par exemple, un agent logistique, pour savoir quelle est la façon la plus rapide ou la façon la moins chère d'envoyer un colis. Un autre agent qui est spécialisé sur la tarification de la poste. En fonction de tel kilo, vous avez tel choix et donc ça coûte tant. Un agent qui est capable de localiser les bureaux de poste en disant bah, vous êtes ici, le bureau de plus poste il est là, et d'ailleurs il est ouvert entre telle heure et telle heure. Un autre agent qui est capable de répondre aux FAQ, alors les règles de la maison en termes de report, retard, problème, qu'est-ce qui se passe. Et après une boucle de rattrapage humaine si jamais par exemple ces agents ne sont pas capables ensemble de traiter ma demande. Donc si moi je pose la demande en disant je suis à Paris, je suis dans le 14e arrondissement, je vais envoyer un colis de 5 kilos à Marseille, l'agent premier va prendre cette demande. Il va donner à l'agent logistique pour calculer le transport de Paris à Marseille et choisir un type de colis. Il va donner à l'agent de pricing pour, en fonction de ces choix-là, avoir un prix. Il va donner à l'agent de localisation pour, en fonction où je suis, me dire quel bureau est le plus proche. Et ensuite, il va concaténer tout ça et me faire une réponse sur mesure pour moi. Donc, on voit bien que dans un cas aussi simple que celui-ci, il y a, allez, j'ai cité 3, 4, 5 agents qui collaborent pour me donner une réponse précise à mon besoin. Hein. Donc, un vrai cas d'usage en entreprise, s'il apporte de la valeur comme celui-ci, il va déjà mobiliser entre 4 et 6 agents. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est pour une entreprise, pour déployer à grande échelle, bah, comment on fait? Parce que si déjà pour un cas d'usage comme ça, j'ai 4 agents, bah, comment je fais pour générer... Alors, nous, on a communiqué très récemment sur le Kindred Agentic AI Framework. C'est un ensemble de propriétés intellectuelles et de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, je vais pas beaucoup m'attarder là-dessus, mais c'est quand même très important parce que c'est ça qui fait la différence entre les expérimentations qui passent à l'échelle et celles qui restent bloquées au stade d'expérimentation. Donc on a tendance à passer rapidement sur les bonnes pratiques, mais la réalité, c'est que elles sont quand même importantes. Dans la propriété intellectuelle, on a la capacité de construire des agents, la capacité de sélectionner parmi un catalogue d'agents,
et surtout la capacité d'orchestrer un agent. C'est-à-dire que moi, si je suis une entreprise, je dois avoir un orchestrateur central qui doit pouvoir comprendre ce que je cherche à faire en tant qu'employé, qui doit pouvoir raisonner dans les policies, dans les règles de fonctionnement de l'entreprise, dans les règles qu'on a définies de gouvernance dont on parlait tout à l'heure. Je dois être capable de mettre en branle les bons agents via le protocole dont on a parlé tout à l'heure, par exemple. Et je dois être capable de concaténer le résultat et de rendre à Thomas avec une réponse très intelligible. Donc, exemple, on a travaillé récemment pour un gouvernement au Moyen-Orient. Et eux se sont fixés une ambition inédite. Ils se sont dit, on veut être pionnier de l'IA, on veut intégrer le maximum d'IA dans nos opérations. Donc, pour être très concret, les cas d'usage, ça concerne la gestion du trafic urbain, la surveillance sanitaire préventive, euh, la lutte antifraude pour les instances du gouvernement, les chatbots à destination des citoyens, dont on parlait un peu tout à l'heure, qui sont capables pour permettre de se repérer dans les services qui leur sont disponibles, etc. Et justement, eux, ils se posaient cette question. Ils se disaient, bah d'abord, on parlait au début de la bulle de l'IA et des hyperscalers qui ont beaucoup investi. Leur conviction, c'était de se dire, a priori, on doit tout déployer sur le cloud public si on veut tirer profit des potentiels offerts par l'IA. Et d'abord, c'est un effort qui est considérable, et ensuite, bah, ça pose des problèmes de souveraineté. Donc, nous, on a travaillé avec eux en se disant, on va déployer que ce qu'il faut sur le cloud, on va mettre en place un système hybride avec un cerveau des opérations, un orchestrateur, un élément central qu'on va mettre sur le cloud, et qui va interagir avec des agents locaux qu'on va mettre dans vos data centers pour maintenir la sécurité et la souveraineté des Oui, on ne données. peut pas mettre les données à Et donc, l'extérieur, mais on veut pouvoir avoir un agent central qui, lui, peut orchestrer ces différents agents qui, eux, auront accès aux données de façon plus sécurisée. exactement. Et on arrive comme ça à concilier automatisation à grande échelle avec les dernières innovations technologiques, avec sécurité et souveraineté des données. Et par exemple, un des cas sur lesquels on a travaillé, c'est suivre la propagation de la rougeole. En fait, on accède aux données publiques auxquelles on a le droit d'accéder évidemment. On voit dans quels établissements de santé est-ce qu'il y a des cas recensés et combien il y en a, dans le respect de la confidentialité évidemment. Et puis ensuite, on est même allé jusqu'à regarder, est-ce qu'il y a des communications là-dessus? Est-ce que ces communications publiques sont conformes à la réalité? Est-ce qu'il y a des fake news? S'il y a des fake news, comment est-ce qu'on communique efficacement pour donner la bonne information au public, etc., etc. Et ça, on le fait en mobilisant les bons agents, en disséquant la problématique en sous-problématiques mutuellement exclusives et globalement exhaustives, et puis en raisonnant dans les règles de gouvernance qui permettent d'arriver à un résultat. Ok, alors j'ai une question très précise sur ça, sur les outils notamment. Quel type d'agents ou d'outils vous avez utilisé, notamment, je te pose la question, j'ai fait récemment il y a AWS pour les citer qui faisait un training sur leurs nouveautés, les agents et tout ce qui était Strand, etc. Euh, je ne sais pas s'ils sont meilleurs que d'autres. Je sais que d'autres entreprises, comme Google par exemple, qui sont leurs compétiteurs, ou même OpenAI, proposent des solutions. Toi qui as pu voir l'implémentation sur plusieurs projets, plusieurs entreprises, est-ce que vous avez une recommandation d'un outil par rapport à un autre, ou est-ce que tu as l'impression qu'au contraire, ils sont tous utilisables? Qu'est-ce que tu en penses en pratique? Et si tu veux, alors je ne sais pas si tu peux donner des exemples par rapport au projet dont tu m'as parlé, mais est-ce que toi, tu en as Mhm. utilisé l'un ou l'autre? Est-ce que tu as des retours d'expérience sur ce que tu as pu faire? Alors, nous, sur les 80 000 salariés qu'on a chez nous, il y en a la moitié qui ont des certifications sur le cloud public. Donc, on est vraiment partenaire avec les hyperscalers, c'est-à-dire Microsoft, Google, Amazon, etc. La réalité, c'est que il n'y a pas une solution qui prévaut dans 100% des cas. Donc nous, on est très agnostique. On va essayer de comprendre votre contexte, votre stratégie, ce sur quoi vous avez déjà fait des investissements, les personnes que vous avez formées chez vous et donc les compétences que vous avez, parce que ça, c'est très important. Et en fonction de tout ça, on va essayer d'orienter vers le choix le plus judicieux pour un client donné dans un contexte donné. Et donc, tu as cité les hyperscalers. Ils ont tous des solutions très compétitives. Amazon, dont tu as parlé,
communique massivement sur ce qu'on peut faire avec Bedrock. Google communique massivement avec ce qu'on peut faire avec Agent Space et ils ont publié Google Flow il y a quelques semaines. Microsoft communique massivement sur ce qu'on peut faire avec Copilot Studio, le fait de créer des agents, etc. Et donc, nous, on a des gens qui sont expérimentés sur ces solutions, qui savent les utiliser, mais la réponse, ça ne va pas être la même pour tout le monde. Et de toute manière, on ne va pas chercher à pousser une technologie sans comprendre si ça a du sens dans ce contexte-là. Donc, si vous êtes, par exemple, tu as cité AWS, donc je vais continuer sur cet exemple-là, un client qui a 100% utilisé de l'AWS, qui a investi là-dedans, qui a formé ses équipes sur ces solutions-là. Eh bien, on va l'aider à maximiser son retour sur investissement sur AWS, c'est-à-dire en utilisant des outils natifs, en faisant des bons choix, parce que s'il y a des outils natifs qui existent et qu'on vient charger d'autres outils, bah, on va juste, dans le monde du cloud, on facture le compute et le stockage, donc on va utiliser plus de ressources que ce qu'il faut, parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose d'optimisé. Et donc, si ça n'a pas de sens, on va utiliser les outils natifs. Donc, on va vraiment aller vraiment dans ce sens-là. Si, par exemple, c'est une entreprise qui a deux clouds, multi-cloud, on va regarder la stratégie qu'ils ont adoptée. Donc, pas mal d'entreprises se disent, moi, pour ma data, je vais utiliser tel cloud. Et puis, moi, pour mes applications, je vais utiliser tel cloud. À ce moment-là, on va faire des choix judicieux en fonction de ça. Évidemment, on peut éclairer sur ce qui marche pas, les tendances du marché, ce qui va venir, etc. Si on prend une entreprise maintenant qui est, pas dans, qui est dans un contexte multi-cloud, mais en plus, ils ont de l'architecture on-premise. Donc, ils sont dans un contexte hybride. Ils ont des choses chez eux, puis ils ont des choses sur le cloud public. Ben là, la question, elle se pose encore. Et c'est pour ça que dans le cadre du Kindred Readiness Report, on parle de comment les entreprises adoptent leur stratégie. Et c'est pour ça que dans le cadre du Kindred Agentic AI Framework, dans la propriété intellectuelle, il y a un ensemble d'outils. On n'est pas obligé de tout utiliser. Notre but, et d'ailleurs, nous, on n'est même pas une entreprise de software, une entreprise de service. Donc, on ne vend pas des outils. On les intègre dans des prestations de services que l'on fait pour aider nos clients à... C'est des accélérateurs technologiques pour aider nos clients à aller un peu plus vite dans leur transfo. Et donc, on a été amené, par exemple, dans ce cas que je t'ai cité, à travailler sur quelque chose qui marche dans le delivery, parce que c'était vraiment un prérequis pour ce client-là, pour ce gouvernement-là. Si on aborde un autre cas, on va essayer d'avoir la bonne solution qui marche pour un client à un moment donné. Et surtout, euh, nos partenaires apprécient travailler avec nous pour ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on travaille avec eux, c'est dans un contexte où ce sont les meilleurs. Et donc, pour eux, c'est une réussite. On maximise la connaissance et l'usage de leurs assets par les organisations, parce qu'ils ne connaissent pas forcément toutes les potentialités qui sont offertes, plutôt que d'essayer de pousser une techno qui n'est pas forcément pertinente à ce moment-là, et dont le retour sur investissement va être discutable. Donc, en synthèse, on conseille les clients sur ce qui est le mieux pour eux, et pour ça, on conjugue deux choses, la profondeur de l'expertise sur laquelle nous, on investit en continu, avec la bonne solution de l'écosystème. Ça fait sens, sachant ce que tu as dit au préalable, que les différents outils, il y en a qui marchent pour chacun des écosystèmes. Donc à partir de ce postulat où il n'y a pas un outil qui one for to rule them all, un pour les gouverner tous, et ben vous allez être adaptable et à partir des expertises qu'ils ont pour éviter aussi une dette technique supplémentaire, choisir la meilleure solution. Non, ça fait sens. J'aimerais qu'on parle de deux choses pour finir ce podcast sur le futur notamment de l'IA dans les entreprises. Et avant de finir sur le contexte global sur lequel tu auras sûrement certains chiffres via l'étude que vous avez pu faire sur ce qui va arriver, à un niveau individuel, si je suis un ingénieur qui essaie de naviguer à travers ce monde-là et je suis en train de vouloir me former sur certains outils, il y a énormément d'informations. En fait, il y a presque trop d'informations, puisque il y a une infinité. On va sur Google, sur n'importe quel système, ils vont recommander leur système propriétaire, par exemple, si je veux m'intéresser aux agents. Par où commencer? Qu'est-ce que tu conseillerais à un ingénieur qui cherche à se former sur ce sujet-là, actuellement? Où trouver l'information qui soit vraiment pertinente par rapport à son cas à lui, s'il y a un endroit que tu conseillerais? Ou un chemin? Alors, d'abord, tu touches du doigt dans la question quelque chose de très important, qui est
Si par exemple je veux apprendre le cloud, je dois apprendre le cloud, je ne dois pas forcément apprendre Microsoft ou Amazon ou Google. Il faut que je sache raisonner sur le cloud indépendamment du choix technologique. Et après, Microsoft, Amazon et Google sont d'excellents choix. Donc si je veux développer ma profondeur des expertises sur un donné, je peux aller plus loin. Mais d'abord, il faut appréhender la techno et comprendre les fondamentaux de cette techno. Donc il faut vraiment comprendre ça avant d'aller se spécialiser sur un aspect technologique. Donc pour l'IA, c'est la même chose. Euh, et la chose qui me semble vraiment importante, c'est de mixer euh, de la théorie et de la pratique. Parce que si on fait que de la théorie, sur le moment, on comprend bien, mais euh, on est vite surpris par des détails quand quand on passe à la pratique qu'on aurait pu en fait appréhender dès le début. Comme disent les Américains, bon, tout à l'heure tu m'as dit que tu n'utilisais pas beaucoup d'anglicisme, mais comme ils disent, execution eats strategy for lunch. Donc, en fait, c'est c'est- c'est- c'est vraiment important de mixer les deux. Alors, il y a des plateformes qui font ça assez bien. Les cours qui sont disponibles sur Coursera, moi, j'ai trouvé de très bonne qualité. Vraiment. Coursera, j'avais beaucoup suivi leur lancement, comment c'est devenu une plateforme de référence, etc. C'est vraiment une, de bonne facture, et puis il mixe bien la théorie et la pratique. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Et puis après, il faut se tenir au courant des tendances. Et là, pour le coup, les keynotes des grands acteurs technologiques sont aussi une vraie bonne source d'information. C'est-à-dire à chaque fois qu'on regarde par exemple, le keynote de Microsoft avec Satya Nadella, ce qu'annonce Google, etc., c'est vraiment une très bonne source d'information parce qu'ils reviennent sur les tendances, où est-ce qu'ils veulent aller, etc. Donc ça permet aussi de, de, euh, de bien se positionner dans cet écosystème-là. Ouais, non, c'est des ressources qui. Coursera, je connaissais de nom, je l'ai jamais utilisé, mais j'en ai entendu de très bonnes choses, en effet. Il y avait Open Classroom, mais je sais pas à quel point ils ont pris le virage de tout ce qui était IA. Je sais que sur tout ce qui était data à l'époque, même quand j'avais commencé les études, c'était le site du zéro. Oh, Voilà. J'avais poncé, je les avais utilisés et j'avais même collaboré avec eux sur une initiation à la data il y a quelques années. Mais ah, sur, bien. ouais, j'ai travaillé avec eux, mais c'est sur ce qui est l'IA, je ne suis pas au courant. Donc peut-être qu'il y a d'autres choses là-bas. Et comme tu dis, les keynotes des grands acteurs, ils mettent beaucoup d'argent pour communiquer et évangéliser sur leur solution, à la fois dire là où ils veulent aller, et aussi, bah, si on veut se former, ils sont ravis de nous apprendre à nous former gratuitement sur leur site, parce qu'une fois qu'on est formé, c'est beaucoup plus simple de vendre la solution à l'entreprise, dire bah il a la compétence, allez-y, prenez la suite et, et prenez la. Tu as complètement raison. Alors, en fait, quand on prend les différentes familles de métiers, les managers, les experts, les fonctions support, le cœur de métier, ce qui est transposable d'une entreprise à l'autre, hein. Euh, tout le monde, tout le monde doit se former à l'IA. Maintenant, tout le monde ne doit pas se former sur les mêmes choses. Et donc, quand on regarde les différents pans sur lesquels on peut se former, il y a la valeur que l'IA apporte, être capable d'embarquer ses équipes, son environnement, son entreprise, ses partenaires. Il y a la gouvernance, c'est-à-dire être capable de l'appliquer, de superviser sa mise en pratique dans son entreprise avec un point de vue qui est éclairé. Il y a la partie engineering, donc vraiment développer des projets avec de l'IA, etc. Et puis il y a ceux qui sont responsables des formations dans les entreprises. En fonction de là où vous êtes dans votre entreprise, il y a un des pans sur les trois où vous devez aller un peu plus loin que les autres. Si vous êtes un dirigeant, vous devez être vraiment bilingue sur le fait de parler de la valeur que ça apporte et de pourquoi il faut prendre ce virage. Si vous êtes un expert, il faut aller plus loin sur la dimension engineering. Si vous êtes un manager, il faut aller plus loin dans la dimension gouvernance parce que vous avez la responsabilité d'avoir un terrain de jeu où ça marche. Et donc, il faut savoir quels sont
les sujets qu'il faut regarder avec plus d'attention que les autres. Et donc, en fait, un sujet supplémentaire pour savoir comment se former, c'est de savoir où est-ce que moi, dans mon rôle au sein de l'entreprise, je dois aller plus loin que les autres. Non, ça fait totalement sens. Et j'adore la différenciation en fonction du travail. Ça me rappelle un peu le T-shape, la forme en T pour les compétences, avoir un socle large et une expertise pointue qui, comme tu le dis, va être en relation avec le type de travail qu'on a. Dernière question sur tout ce qui est transformation et futur de l'IA dans les entreprises. Mais la technologie actuelle, on est en train de l'implémenter de plus en plus et de se rendre compte des possibilités. Toi, dans les 2, 3, 5 prochaines années, qu'est-ce que tu vois comme grande transformation qui te semble inévitable justement avec l'IA qui arrive dans tous les pans des entreprises? Alors, je suis convaincu que l'agentique est là pour rester. Parce que quand on se positionne à l'échelle d'une entreprise, on était quand même assez bloqué en termes d'impact avec des workflows statiques. Et donc, on ne peut pas coder en dur, imaginer l'ensemble des cas qui peuvent se produire et les traiter via des workflows. On est très limité en fait là-dessus. L'agentique apparaît comme une solution à ça. C'est-à-dire euh, euh, raisonner pour atteindre un but indépendamment du contexte, adapter le workflow de manière dynamique, orchestrer les différentes ressources d'une entreprise. Donc c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, c'est aussi un changement de paradigme qui arrive avec son lot de responsabilités. Parce que si on ne définit pas avec précision le champ d'action et les conditions d'action de ces agents, ben, en fait, vous avez des agents qui opèrent qui ne sont pas dans un environnement maîtrisé. Et puis par ailleurs, il faut aussi faire les choix technologiques parce que si vous avez automatisé les conditions qui font qu'un agent se met en œuvre, eh bien, les agents vont consommer des ressources. Et donc, ça va aussi avoir un impact financier. Et donc, il faut rester dans un écosystème aussi financièrement maîtrisé. Et puis, par ailleurs, pour qu'on atteigne la vraie promesse, ben, ces agents-là, ils doivent être au service des humains et donc collaborer avec des humains. Et donc, comment est-ce qu'on développe ce que les Américains appellent la AI literacy? Et donc, comment est-ce qu'on développe les skills pour pouvoir euh, euh, tirer le maximum de cette collaboration et créer l'émulation qui va bien? Donc, la promesse, elle est conséquente. Sur le chemin de réalisation de cette promesse, il y a un certain nombre de prérequis qui sont de nature différente. Certains sont technologiques, d'autres sont humains, d'autres sont financiers, d'autres sont culturels. Et donc, en fait, moi, je suis convaincu que c'est une véritable, véritable, véritable opportunité pour nous. Pour la saisir, il faut prendre le temps de penser les choses pour pas commettre des erreurs qui sont des erreurs de précipitation. Et il faut surtout passer à l'action. Nous, si je prends l'exemple de ce qu'on a fait pour nous-mêmes en tant qu'entreprise, c'est quand on est passé à l'action, qu'on a considérablement développé nos expertises et qu'on a considérablement progressé. Action, 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 ça fait totalement sens. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que quel est le meilleur endroit où une personne peut vous retrouver, sachant qu'il y aura les liens en description bien entendu du podcast. Mais si la personne est juste en train d'écouter là dans sa voiture ou en train de prendre un café, où est-ce qu'elle peut te retrouver? Où est-ce qu'elle peut chercher plus d'informations si elle veut soit te contacter toi, soit contacter Kindrill? Alors, pour me contacter, moi, je suis vraiment très accessible sur LinkedIn. Donc, c'est avec grand plaisir pour que je poursuivrai ces échanges avec les personnes qui sont des passionnés d'IA comme moi. Et puis, Kindrel, on publie assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'informations sont disponibles sur notre site web, comme le Kindrel Readiness Report auquel j'ai fait référence au démarrage de notre échange, comme le Kindrel Agentic AI Framework, dont j'ai aussi parlé, qui nous a permis d'accompagner un certain nombre de clients pour concrétiser la promesse agentique. Donc, tout ça est sur notre site web et d'ailleurs, on fait partie des entreprises qui recrutent beaucoup. On a euh, euh, à Choose France, qui est un événement organisé par le président de la République. On a notre CEO mondial qui était présent et qui a annoncé 100 millions d'investissements en France sur les 3 prochaines années.
Donc on est vraiment une entreprise qui crée de l'emploi sur ce sujet, qui cherche à se renforcer et qui fait ça en France. Incroyable, incroyable. C'est bon de savoir, il y a beaucoup d'ingénieurs qui écoutent, il y a aussi bien des jeunes, pas encore diplômés, que des jeunes diplômés, que des personnes avec de l'expérience. Donc je suis sûr que certaines personnes seront ravies d'entendre ça et iront chercher plus d'informations, quel que soit l'usage qu'on pourrait en avoir. Ben écoute, merci beaucoup, Alib, en tout cas, pour le temps. C'était vraiment un plaisir. Le temps il passait à une vitesse. Merci beaucoup pour ton expertise et le temps que tu as consacré à cette discussion. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il y en a un autre qui s'affiche à l'écran sur YouTube et sur les plateformes de podcast. N'hésite pas à aller voir l'épisode suivant. Je te souhaite une excellente journée. À très vite.